Qu'est-ce qui se passe quand on a des émotions? Quand on a des émotions, il y a des parties du corps qui vont chauffer. Enfin, moi, je fais ça beaucoup en méditation ou en auto-hypnose. Je vais me concentrer sur mon corps et sur mes émotions. Et je vois qu'en fait, il y a des parties du corps qui sont activées, qui sont... c'est comme ça que je le décris un petit peu, hein, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait une sorte de météo dans le corps, qu'il y en avait qui étaient activées, il y avait des parties qui chauffaient, des parties qui sont plutôt froides, qui sont un peu en mouvement, d'autres qui sont plutôt etc. Et en fait, quand je me concentre sur certaines parties du corps, elles vont s'activer et elles vont parfois se mélanger, elles vont se remodifier. Et c'est comme si c'était en effet des courants marins ou peut-être des courants d'air dans la météo, avec des cyclones, anticyclones, etc. Et que les parties du corps du coup communiquent entre elles et se rééquilibrent. Se rééquilibrent, retrouvent un... Voilà. Et en général, ce qui est intéressant, c'est que au moment où ça se rééquilibre à peu près, ça libère des images, ça libère d'autres émotions, ça libère des souvenirs, ça libère des informations, en fait. Enfin, dans la méditation, c'est comme ça que ça marche pour moi en tout cas. Et je vois qu'il y a une corrélation entre les deux. Moi, c'est assez sidérant parce que je trouve ça toujours assez dingue. Donc je pense quelque part qu'il y a un lien net entre ces émotions, ces choses qui sont dans le corps et les idées, quoi, les pensées, quoi. Les choses sont liées, quoi, du coup. Bon. Et donc en fait, bon, pour le lien avec la question du temps, je crois qu'en fait, c'est ce qui se passe dans le corps à ce moment-là, c'est des vitesses du temps. C'est comme s'il y a des parties du corps qui allaient plus vite que d'autres. Et en fait, il y a des systèmes de rythme. D'ailleurs, je vois bien, hein, si je prends du café, par exemple, mon rythme va aller rapidement. Hein, on parle de la question si je reprends la question ici des drogues, par exemple, prendre du sucre, prendre du café, prendre de l'alcool, ça va faire qu'il y a des parties du corps qui vont être plus rapides que d'autres. J'ai l'impression. Le café va faire un tachycardie, le cœur va aller vite, etc. Bon. Donc ça va faire aussi que bon, la tête aussi va aller beaucoup plus vite. Enfin, donc il y a des systèmes de vitesse qui apparaissent. Ce que je suspecte, c'est que le cannabis joue beaucoup sur le temps aussi. Hein. Le cannabis semble jouer beaucoup sur des variations temporelles et permettre, en faisant varier le temps de manière assez radicale, d'ouvrir une dimension de la perception que d'habitude on a assez peu accès, quoi. Voilà. Mais pareil, je pense aussi que les techniques comme la méditation, par exemple, sont des manières aussi d'agir sur des formes de temps, et même plus généralement, peut-être, ce que je suspecte, c'est que ce sont des anti-techniques. Je pense que ces techniques-là, dites qu'on peut voir comme des techniques spirituelles, sont des techniques qui permettent d'avoir une forme de réflexivité des techniques elles-mêmes, de voir comment les techniques sur le temps agissent, et donc d'avoir une sorte de position de surplomb, de faire réfléchir le temps sur lui-même un petit peu, et de comprendre comment les techniques du temps fonctionnent pour les voir et pour pouvoir les réagencer. Hein, donc ça permet d'avoir une espèce de position de recul en fait, hein, de réflexivité quoi du coup. Voilà. Et moi c'est ce que je sens comme tel. Donc la position quand je dis de la magie, le monde magique qui m'est rendu, que je pense m'est rendu accessible par le cannabis, je pense que c'est parce que ça agit à travers une mise en... Ouais, il est déjà 3h du matin, hein. 3h20. Une mise en surplomb du temps, du coup, là, que la technique du cannabis permet de faire, pas boucler le temps sur lui-même, mais permet par exemple, de ralentir le temps tellement que les techniques de temps sont mises à distance, et donc du coup on peut percevoir comment fonctionne le système si on veut. Voilà, c'est un petit peu... Moi j'avais ces souvenirs-là en fait aussi, que en fait c'est comme si mon attention était extrêmement rapide. Et que avec le cannabis je voyais en une seconde dans la vraie vie entre guillemets, c'est comme si je l'avais mis au ralenti. Et donc c'est comme si quelque part je fonctionnais à un rythme beaucoup plus rapide que le temps d'attention normal. Et donc du coup j'étais capable de voir tous les processus de fabrication de la pensée, du système, toute la machine quelque part de subjectivité qui est en amont. Je vois le cannabis comme un outil pour voir une forme de rétro-ingénierie de la conscience, pour voir comment le système fonctionne si on veut. Donc c'est assez phénoménal. Après, c'était pas le cannabis tout seul, hein, c'était le cannabis dans un cadre précis de recherche,
après plusieurs heures de méditation et de relaxation, etc. Donc il y avait tout un processus aussi. Ça fonctionne bien pour moi uniquement si on arrive à aussi détendre beaucoup le corps dans ce cadre-là aussi. Parce que un corps, lorsqu'il est enfin, pour moi ça marche comme ça, quand il est très détendu aussi, c'est comme si ça libérait aussi une vitesse dans la pensée. Donc voilà, et donc je parlais du coup du corps et des différentes émotions dans le corps. Ce que je pense donc, c'est que les émotions sont un peu comme une sorte de gaz qui ont différents paramètres de pression, de vitesse, de densité, etc. Et qu'ils se confrontent les uns aux autres en fait. Et les différentes émotions, c'est finalement différents organes qui ont chacun leurs paramètres de pression, de température et qui doivent qui n'arrivent plus à s'harmoniser correctement ou qui essayent de le faire, etc. Donc ça, les émotions sont en fait des rapports entre différentes parties du corps qui sont pris dans ces rapports-là. Et ces différences de pression, etc., c'est quoi? C'est pareil, c'est du temps. En fait, c'est des temps, mais sur un plan statistique, quoi. Ça veut dire qu'il y a il y a plein de, je sais pas, de vitesses différentes dans un organe. Il y a plein de molécules de temps, on va dire, chaque partie de l'organe a ses propres temps, a ses propres rythmes, quoi. Et on ressent pas le rythme lui-même, mais on ressent une moyenne des rythmes, quoi. On ressent la statistique, quoi, le nuage que ça fait, du coup, en gros, quoi. Voilà. Donc on travaille sur des masses, comme ça, plus ou moins. Voilà, bon. Voilà, bon. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est que quand on écoute ces émotions, etc., on essaie plus ou moins d'harmoniser, de trouver une sorte de cohérence dans les temps, en fait, voilà. Et c'est pas rien, quelque part, si finalement, en trouvant une cohérence dans le temps, on arrive ensuite, quelque part, à trouver un affect, par exemple, qui va se coaguler sur quelque chose. Et puis, parce que finalement, cet affect, c'est quoi? C'est, enfin, les émotions internes qui vont mener à un affect, ça veut dire quelque part à quelque chose qui va nous mener quelque part, qui va nous donner peut-être du sens, qui va nous dire voilà, ok, tout ce que je ressens en fait finalement c'était que je me sentais tiraillé entre différentes choses, mais en fait finalement c'est que j'ai envie d'aller m'acheter un truc à manger. Bon bah d'accord. En fait c'est que j'ai faim. Voilà, en fait j'ai faim, j'ai envie d'acheter un truc à manger. Ou en fait c'est que j'aime telle personne et faut que j'aille lui écrire un truc pour lui dire que je l'aime. Bon, voilà, un truc un peu bateau. Mais en fait c'est comme si fallait orienter tous ces systèmes de temps pour que ce temps nous mène vers un mouvement, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut coordonner tous ces mouvements pour que ces mouvements aillent quelque part. Mais en fait, tout ça, c'est encore une fois une question de mouvement. Bon. Par rapport à ça, et je vais bientôt arrêter parce que j'en ai un peu marre, mais c'est très bien parce que là, j'ai fait un résumé de pas mal de recherches que je mène et je trouve que ça amène quelque chose qui est assez cohérent et ça me fait du bien. Et ça me permet de l'archiver et de me dire, ok, ça c'est bon, c'est fait. C'est que du coup par rapport au réchauffement climatique, parce que c'était ça un petit peu le sujet au début quand même, que le point de départ, quoi. Bon, et bien par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la planète qui se réchauffe en gros. Bon, on peut penser que la planète aussi quelque part, elle a ses rythmes, elle a son temps, elle a bon c'est un temps qui est très lent, on imagine, enfin, les plaques tectoniques c'est long, voilà. Bon. Elle tourne autour du Soleil aussi, donc c'est aussi un mouvement qu'elle a. Bon, on peut penser que elle est en vie à ce niveau-là. Si quelque part le mouvement c'est la vie, la planète, elle a quelque part, d'une certaine manière, une forme de vie avec laquelle nous sommes en interaction. Et moi j'ai pas de raison de penser qu'il n'y a pas si nous, humains, sommes des sortes de machines temporelles, eh bien la planète l'est aussi. Et de manière générale, tout ce qui est en mouvement l'est aussi. Donc en fait, de manière générale, un peu tout, quoi. Un peu tout est en mouvement, donc un peu tout fait partie d'un système plus général de mouvement. D'ailleurs, on peut s'interroger, se dire finalement, si tout n'est qu'échange de mouvement et de temps, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va quelque part? Là, on est sur une question qui est plutôt liée au religieux, quoi, mais ça pose la question d'une sorte de téléologie, quoi. Ça veut dire, est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a une sorte de... Est-ce que c'est pas une sorte de grande machine qui est posée? Comme je disais, on retrouve même la question du religieux, du Dieu, d'un Dieu comme une sorte d'horloge, de grand horloger. Bien sûr, parce que du coup c'est ça, c'est-à-dire qu'il y aurait du temps, il y aurait toute cette... le monde qu'on connaît, où nous, en tout cas en tant qu'humains, on serait des machines à
à produire du temps. Alors je dis à produire du temps, mais peut-être quelque part que quand je parlais des techniques et de l'art, etc., on peut le voir comme des techniques qui produisent du temps. On peut le voir aussi comme des techniques qui peut-être travaillent le temps ou le canalisent. Hein. Peut-être que le temps est, peut-être quelque part que les émotions qu'on ressent, c'est d'abord ça, le temps. C'est peut-être d'abord, peut-être qu'on est déjà pris dans le temps, peut-être que notre corps est déjà pris dans le temps. Est-ce que ce corps est fabriqué ou est-ce que quelque part il est déjà là et qu'ensuite toutes les techniques qui sont inventées sont des techniques pour canaliser le temps. On peut le voir comme ça aussi, bien sûr. Hein. Donc voilà, il ne s'agit pas forcément de... Mais je pense aussi que le corps est dans un sens une sorte de machine temporelle. Du coup, bon, vu comme ça, on voit la logique aussi quelque part. C'est une machine temporelle et qui serait produite aussi par un processus d'évolution qui est lui-même une sorte de machine aussi qui confine au temps, qui confine à produire des machines du temps. Donc bon voilà, en fait, bon, ce qui compte c'est d'avoir cette lecture un petit peu que le temps est une espèce de chose qui nous traverse. En fait, on est traversé par le temps et on prolonge le temps. En fait, notre vie est une manière de prolonger quelque part le temps qui finalement ce qui aurait le temps serait presque vivant là-dedans, hein. Que le temps aurait presque une sorte de aurait une sorte de conscience si on veut, mais aurait une espèce de volonté ou enfin je sais pas si une volonté non plus, mais il aurait une espèce de ce serait vraiment une matière à part entière qu'il faut comprendre quoi en fait à ce niveau-là, et il y aurait quelque chose d'un petit peu mystique là-dedans, hein, c'est clair quoi, hein, on voit que c'est quelque chose qui semble bien profond dans ce cas-là. Bon bref, c'est une parenthèse, hein, mais évidemment ça repose un ensemble de questions sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la volonté, où est-ce que les choses vont, et sans dire quelque part que ça réouvre l'existence de Dieu comme une espèce de preuve. En tout cas, ça réouvre un ensemble d'interprétations et de questionnements dans ce cadre-là, évidemment, sur la nature du temps et sur sur ce qui le constitue comme non seulement de quoi il est fait, mais aussi de se dire finalement est-ce que voilà, c'est-à-dire quel est qu'est-ce qu'il signifie en fait, voilà, qu'est-ce qu'il signifie, est-ce qu'il veut dire quelque chose du coup. Moi, c'est une question que je me pose, j'ai l'impression d'être face à quelque chose qui semble avoir une espèce de signification profonde en fait de l'existence. Donc voilà, donc par rapport au réchauffement climatique, plus simplement, si en effet la Terre se réchauffe, aussi parce que les humains en sont du coup responsables, mais dans un sens, c'est pas tant les humains qui en sont responsables que le capitalisme, qui lui-même est un système de gestion du temps. Hein. Et d'ailleurs, l'argent, je disais que le temps peut être vu comme une forme d'argent. Maintenant, on peut le penser différemment. On peut dire l'argent, c'est une forme de temps, ou c'est une technologie qui vise quelque part aussi à harmoniser du temps, à échanger du temps contre d'autres temps. J'échange mon temps de travail contre un autre temps de travail. Donc c'est un échange de temps aussi, hein, c'est une technologie temporelle aussi, une technique. Donc bon, c'est dans ce sens-là en fait, quelque part. C'est pas tellement que le temps est une forme d'argent, c'est plutôt que l'argent copie le mécanisme du temps en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que j'essaie de voir du tout. Ce que je veux dire, c'est que le temps serait un peu liquide en fait, hein, évidemment, comme de l'argent liquide, quoi. Il s'échangerait selon un ensemble de flux, quoi. Du coup. Et donc du coup, si la planète se réchauffe, que la température augmente, dans un sens, ça veut dire que de manière moyenne, de manière statistique, le rythme augmente. Et ça veut dire que le temps terrestre, le temps de la Terre, s'accélère. En tout cas, le temps de l'atmosphère, en tout cas de ceux qui sont sur cette couche d'atmosphère, s'accélère. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire que le temps s'accélère? Et qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça provoque quand... Alors bon, évidemment, ça peut être, en termes purement physiques, ça peut être dangereux, parce qu'il peut faire tellement chaud qu'on peut ne pas arriver à survivre, etc. Mais le penser en ces termes, ça change les choses du coup. Se dire que le temps s'accélère. Augmenter la température, si tout ce que je dis devient, enfin je veux dire, s'entend, hein, si tout ce que je dis est on va dire,
parce que Serge Churchill, je les mets dans mon coin et c'est vraiment juste une manière de comprendre, enfin de faire ma propre théorie si on veut. Et c'est évidemment extrêmement spéculatif et très disons pas du tout conventionnel quoi. Hein, voilà. Mais je me dis bon, en tant que artiste, enfin je suis pas scientifique, je suis artiste et c'est il y a que j'ai l'impression qu'il y a que en tant qu'artiste qu'on peut s'autoriser à, à, à chercher de ce genre d'hypothèse un petit peu en dehors des clous quoi, si on veut. Bon. Donc vu comme ça, d'ailleurs ça ne semble pas non plus, en même temps tout ce que je raconte ne me semble pas non plus absolument à tout point de vue délirant, je pense quand même qu'il y a une forme de cohérence, enfin, sinon j'en parlerai pas non plus comme ça. Mais c'est vrai en effet que c'est quand même une bascule, une rupture vis-à-vis des paradigmes, en tout cas que moi que j'ai appris à l'école, quoi, sur ce que c'est comment on pense le temps, etc. Vu comme ça, finalement, la question du réchauffement climatique, déjà paraît peut-être un peu moins grave, parce que enfin, comment dire, ça ouvre en fait, d'un seul coup, on n'est plus face à quelque chose qui semble annoncer une espèce de mort de l'humain ou je sais pas quoi, mais ça semble dans un cadre beaucoup plus large, comme une évolution, en fait, du temps, de la manière dont le temps circule, etc. C'est juste un moment du temps et des choses. Et ça ouvre peut-être aussi la possibilité de se baser sur un nouveau paradigme. Peut-être que ce qui s'effondre dans tout ça, c'est pas tellement la planète, mais c'est une lecture du monde, une lecture ontologique, une lecture, une ontologie matérialiste des choses, qui ouvre la possibilité de penser une autre manière de concevoir ici ce que c'est que le temps. Et que face à ça, d'un seul coup, il y a peut-être que ça ouvre de nouveaux espaces de recherche, d'exploration, d'expérimentation, et que finalement, ce qui apparaît comme un réchauffement climatique peut être vu plutôt comme une espèce non pas de défi, mais comme la promesse d'une intensité future. Ça veut dire que si le temps s'accélère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à plein de niveaux, qui touche cet élément fondamental de notre existence, et que du coup on est en effet face à quelque chose qui n'est pas une rupture donc, qui est une accélération, qui risque de changer beaucoup de choses, on imagine, mais qui n'est pas forcément synonyme d'une forme de mort, comme l'effondrement peut parfois le faire penser, mais plutôt d'une accélération, de je sais pas quoi, en fait. De je sais pas quoi. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses que ça, mais en fait, mine de rien, cette question du réchauffement, en fait, peut être lu aussi comme un signe, non pas, je reprends ici Aurélien Barraud, mais c'est cette idée que ça apparaît comme étant un problème, mais il est possible que ce ne soit un problème uniquement parce que les paradigmes qui sont utilisés en physique voient ça comme un problème. Et peut-être que justement en changeant de point de vue, en changeant de paradigme, peut-être ce que je propose ici, mais peut-être que c'est peut-être pas du tout entendable, je sais pas, et bien du coup c'est plus un problème. Et je crois que c'est ce que semble définir Aurélien Barraud, quoi, en disant qu'il faut changer l'énoncé, il faut changer le cadre, il faut changer la théorie. Quand la théorie se plante, le problème c'est pas la faute du réel, c'est la faute de la théorie. Et moi c'est vrai que forcément, moi si je le vois comme ça, d'un seul coup j'ai l'impression qu'il y a moins à avoir peur.
Parce qu'il y a l'idée que finalement, de toute manière, tout ça s'ancre dans une espèce d'économie plus générale du temps, une économie du monde plus générale, et que c'est une suite logique. Que dans un sens, le réchauffement ne s'oppose pas à la vie, il est la vie lui-même. Le réchauffement, c'est un peu vivant, en fait. Le réchauffement, il est un peu vivant, quoi. Il est une manifestation de la vie elle-même. Et donc, du coup, il n'y a pas à avoir peur. Parce qu'on fait partie de ce réchauffement aussi. Voilà, c'était une conférence qui m'a l'air pas mal. Je suis assez content d'avoir pu faire quelque chose qui est, je crois, assez dense, c'est vrai, et en même temps assez résumé. Voilà. En tout cas, qui permet de faire un peu le tour de mes recherches sur les points les plus importants. Voilà, bon. Je le fais dans un cadre un petit peu tamisé. Et il est un peu tard, je sais pas trop ce que ça donnera, il faudra quand même que je me réécoute pour voir, mais voilà, bon. Voilà, je verrai ce que j'en fais. S'il y a des gens qui regardent ça, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et à une prochaine fois.